Bien, nous continuons donc ces auditions en accueillant le docteur Florence Vorspan, bonjour, qui va venir nous parler donc de, euh, de l'usage potentiel du cannabis à visée médicale dans les pathologies psychiatriques et addictologiques, on peut dire comme ça. Nous vous écoutons, et puis pendant une quinzaine de minutes, et puis ensuite on posera des questions. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais effectivement déjà m'excuser parce que j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais j'ai prévu quelques diapositives pour essayer de résumer ce qu'on sait des éventuelles indications psychiatriques et addictologiques du cannabis. Donc, si j'ai bien compris la question, ça portait bien sur le cannabis et non pas sur les éventuels médicaments cannabinoïdes. Donc moi je suis Florence Vorspan, je suis MCUPH à l'hôpital Fernand Vidal. Je vous ai remis mes liens d'intérêt, pas tant pour les liens éventuellement avec les laboratoires pharmaceutiques qui sont publiés, que je pense sont facilement consultables, mais aussi parce que je pense que ça caractérise mon opinion sur cette question. J'ai eu pas mal de projets de recherche financés par différents appels d'offres publics, et notamment j'ai soumis un projet de recherche pour l'utilisation du cannabidiol dans la dépendance à l'alcool. Donc les résultats ne sont pas encore connus, mais je pense que ça vous donne peut-être un peu une idée de quelle est mon opinion par rapport à l'utilité éventuelle d'explorer l'efficacité de ces molécules dans les indications addictologiques ou psychiatriques. Donc je travaille à l'hôpital Fernand Vidal qui est situé à Gare du Nord à Paris. Je suis responsable d'une unité d'addictologie ambulatoire qui comprend un XAPA qui reçoit plutôt des patients dépendants des drogues illicites, dont des patients qui consultent pour un problème lié à l'usage de cannabis, une consultation qui est plutôt une consultation d'alcoolologie, et puis un hôpital de jour qui est plutôt destiné à des patients dépendants de l'alcool. Et donc, comme médecin addictologue, voilà, moi j'ai un souci avec l'idée qu'on puisse un jour recommander l'usage de produits fumés, puisque nos patients, même s'ils ne consultent pas pour spécifiquement le cannabis ou le tabac, ils ont souvent cette comorbidité de dépendance ou en tout cas de difficulté avec ces substances, et on est très inquiet des conséquences en termes notamment de cancer, et c'est une de nos préoccupations de bien dépister les lésions précancéreuses liées au tabac et peut-être aussi au cannabis chez ces patients. Alors, j'ai du coup refait pour l'audition d'aujourd'hui un peu la revue de la littérature sur l'épidémiologie ou l'usage de cannabis ou les troubles liés à l'usage de cannabis et les différentes pathologies psychiatriques. Et j'ai prévu de vous présenter ça un peu par grande classe de maladies psychiatriques. Donc dans la schizophrénie et dans les troubles psychotiques, c'est le domaine dans lequel il y a le plus de littérature et plus d'informations publiées depuis plus d'une dizaine d'années, avec énormément de choses. Et bien que l'usage de cannabis soit fréquent on va dire, dans les populations générales françaises et aussi des autres pays occidentaux dans lesquels sont faites ces études, bien que l'âge de début de la schizophrénie est à peu près entre 15 et 25 ans, donc c'est l'âge où il y a aussi le pic d'usage de cannabis, donc on pourrait se dire c'est simplement la co-occurrence de choses qui sont fréquentes. On a quand même un certain nombre d'arguments qui sont tous plutôt convergents pour dire que le cannabis donne des symptômes psychotiques et des illusions perceptives et des idées de référence, est plutôt un facteur d'aggravation des maladies schizophréniques. Donc il y a plusieurs études qui ont d'abord été faites en population générale, et puis ensuite des études de prospective assez convaincantes chez des patients pour dire que les patients schizophrènes qui ont ou un usage fréquent ou un trouble lié à l'usage de cannabis ou un usage régulier ont plutôt une maladie plus sévère dans son évolution, avec plus de rechutes, plus de manifestations symptomatiques, et voilà. Donc c'est plutôt un facteur de gravité. Il n'y a pas d'élément pour dire que le cannabis pourrait avoir une action thérapeutique dans les troubles schizophréniques. Dans le trouble bipolaire, qui est aussi une grande catégorie de diagnostic dans lequel il y a beaucoup de littérature, y compris beaucoup de littérature récente, et très très récente même, on a l'idée que le cannabis est plutôt un produit qui va être plutôt sédatif, mais en fait ce que trouve la littérature de façon concordante, c'est que l'usage fréquent ou le trouble lié à l'usage de cannabis sont associés à une aggravation des symptômes maniaques chez les patients bipolaires.
Donc il y avait d'abord depuis un certain nombre d'années des études transversales, y compris des études bien conduites qui comparaient, on va dire, toutes choses étant égales par ailleurs, des patients bipolaires avec troubles liés à l'usage de cannabis à des patients bipolaires fumeurs de tabac et qui avaient d'autres facteurs de risque égaux. Et il y a une aggravation chez les patients qui ont un trouble lié à l'usage de cannabis. Et maintenant, il y a aussi des études longitudinales assez convaincantes pour dire que l'usage de cannabis aggrave les manifestations maniaques des patients bipolaires, rend le cours évolutif de la maladie plus instable et aussi de façon longitudinale, quelque chose qui est assez convaincant, c'est que l'arrêt du cannabis chez des patients bipolaires qui étaient usagers réguliers permet, par rapport à des patients qui continuent, plutôt plus de rémission ou une meilleure réponse aux thérapeutiques dans ce trouble. Donc dans le trouble bipolaire comme dans la schizophrénie, on a plutôt l'impression que l'usage régulier ou le trouble lié à l'usage de cannabis sont plutôt des facteurs d'aggravation. Alors, dans les troubles anxieux, il y a moins de littérature. La littérature est beaucoup plus équivoque. En tout cas, il semble que l'usage simple de cannabis n'est pas associé en population générale sur des grandes enquêtes épidémiologiques bien faites à plus de troubles anxieux. Maintenant, pour les patients qui ont un trouble anxieux diagnostiqué, notamment les états de stress post-traumatique ou les troubles paniques, il semble que l'usage récent ou l'usage intensif soit plutôt associé à plus de symptômes. Alors, soit que les patients plus symptomatiques fument plus, soit que le cannabis aggrave ces manifestations. Et puis, bon, il y a des études prospectives qui ont aussi plutôt tendance à montrer que l'usage défini comme régulier ou quotidien ou plus persistant serait associé plutôt à une aggravation des symptômes anxieux chez des patients qui ont des troubles anxieux généralisés et dans une autre étude avec différents diagnostics de troubles anxieux. Après, les résultats sont un peu plus mitigés concernant les consommations à l'adolescence, avec plutôt l'impression que les adolescents qui ont déjà un trouble anxieux constitué vont avoir plus de risques de développer un trouble lié à l'usage de cannabis, peut-être aussi parce qu'ils cherchent plus une action autothérapeutique de l'usage de cannabis. Donc dans les troubles anxieux, je serais moins catégorique, la littérature est moins fournie et moins claire, et en tout cas pas convergente, et il y a des études plutôt qui laissent entendre que ça pourrait être recherche autothérapeutique pour certains patients, et d'autres qui laissent entendre que ce serait plutôt un facteur aggravant. Ça passe pas. Donc je n'arrive pas à passer la diapositive suivante. Il y a une diapositive trouble dépressif. Ah, la voici. Merci. Donc, concernant les troubles dépressifs, c'est pareil, il n'y a pas une littérature aussi consensuelle que pour schizophrénie et troubles bipolaires. Donc, pharmacologiquement parlant, on a plutôt l'idée que les agonistes des récepteurs cannabinoïdes auraient plutôt une action antidépressive. En tout cas, on a l'exemple inverse, que les antagonistes CB1 sont franchement dépressogènes et voire peuvent induire des tentatives de suicide. Donc on a l'idée que ça pourrait être efficace au moins sur certains symptômes. Les études en population générale montrent qu'en tout cas, il n'y a pas de surrisque de dépression quand on consomme du cannabis. Et donc c'est les mêmes équipes qui avaient fait les études schizophrénie, donc qui ont vraiment dit que ça pouvait aggraver des symptômes de schizophrénie, mais ça ne semble pas augmenter le risque de dépression en population générale. Et puis, chez les adolescents, c'est pareil, les études prospectives laissent plutôt entendre que quand on est un adolescent déprimé, on a plus de risques de débuter une consommation de cannabis ou de développer un trouble lié à l'usage de cannabis que l'inverse, en tout cas chronologiquement. Alors, pareil, il y a des études qui sont transversales, un peu ambiguës, qui en tout cas pas concluantes, qui disent que chez les adultes, de la population générale usagée de cannabis, et il y a une association entre la dépression ou les symptômes dépressifs et l'usage intensif ou le trouble lié à l'usage de cannabis, mais sans qu'on puisse dire vraiment si c'est une recherche autothérapeutique ou si c'est une conséquence des consommations. Alors, un autre chapitre dont je voudrais vous parler, qui est l'utilisation de cannabis dans les autres troubles liés à l'usage de substances. Et donc, si on regarde donc, parmi les patients qui viennent nous voir, donc,
bon, certains viennent pour un trouble lié à l'usage de cannabis, et donc on sait que la difficulté à se séparer de cette substance quand on en a eu un usage régulier, ça concerne un certain nombre de patients. Donc on estime que c'est quelques pourcents dans les usagers qui sont des usagers peu fréquents, qui ont utilisé la substance quelques fois dans leur vie. Mais chez les usagers plus réguliers, on estime qu'il y a à peu près 15% qui vont développer un trouble lié à l'usage de cannabis. Et donc, il y a un certain nombre d'articles très récents produits aux États-Unis qui laissent entendre que le cannabis médicinal pourrait permettre de diminuer les prescriptions d'opioïdes à visée antalgique et peut-être améliorer, ou en tout cas c'est l'opinion d'un certain nombre de cliniciens, les traitements de substitution dans la dépendance aux opiacés. Et donc les patients seraient mieux équilibrés avec leur traitement de substitution opiacés et du cannabis thérapeutique pour optimiser ce traitement, que ce soit les effets secondaires ou l'efficacité. Et donc j'ai cherché dans la littérature des arguments pour dire que l'usage de cannabis pourrait favoriser l'arrêt d'autres substances, et je n'ai rien trouvé. C'est-à-dire je n'ai pas trouvé d'articles convaincants qui disent le cannabis peut être une aide à l'arrêt de l'alcool, peut être une aide à l'arrêt de la cocaïne ou à l'arrêt de l'héroïne. Ça ne veut pas dire que certains patients ne le font pas. Et dans la pratique clinique, un certain nombre de patients disent voilà, quand je n'ai pas mon produit, je prends plus de cannabis. Mais en tout cas, je n'ai trouvé aucune étude qui laisse entendre que ça a été testé de façon un peu, méthodologiquement, de façon un peu satisfaisante pour pouvoir tirer une conclusion et de pouvoir dire que le cannabis pourrait être une aide pour l'arrêt d'autres substances. Dans tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, on parlait bien du cannabis fumé, dans sa forme la plus habituelle que pour l'instant les patients se procurent de façon illicite. Il y a beaucoup de littérature pour dire que des médicaments issus de produits cannabinoïdes pourraient avoir un intérêt dans les affections psychiatriques et addictologiques. D'abord, il y a des études publiées, alors pas encore beaucoup, mais en tout cas dans le sevrage cannabis avec le nabiximol, donc un mélange THC-CBD. Une étude publiée schizophrénie, qui c'est pas l'étude du siècle, hein, les moyennes de score de symptômes psychotiques baissaient, je crois, de 1 point sur une échelle entre le groupe traité par rapport au groupe placebo. C'était en addition à un traitement antipsychotique classique. Il y a une étude toute récente qui a été publiée où ils testaient le cannabidiol pour diminuer les symptômes cognitifs des patients schizophrènes, et qui est une étude qui est négative, qui ne trouve pas d'amélioration. Et puis il y a beaucoup d'études en cours. Donc il y a un mouvement très important de recherche j'ai regardé dans clinicaltrial.gouv, qui est la base de données dans laquelle on déclare les essais pharmacologiques aux États-Unis, et il y a 56 études actuelles avec des produits qui contiennent du cannabidiol, dont beaucoup dans des indications psychiatriques ou addictologiques, donc dans le sevrage de cannabis, donc dans le sevrage de la dépendance au cannabis, dans la schizophrénie, dans beaucoup de troubles anxieux, dans la dépendance à l'alcool. Voilà. Donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Après, j'ai mis les références des différents articles dont je vous ai parlé, qui sont dans le diaporama, que vous pourrez retrouver par la suite. Merci. Merci beaucoup pour cette synthèse très claire en fonction des différentes problématiques, différents troubles mentaux. Est-ce qu'il y a des questions par les membres du comité? Des précisions à demander? Moi, je suis toujours un peu étonné de cette chute des consommations d'antalgiques opioïdes, mais je pense que c'est aussi très propre à un contexte américain aussi. Hein. C'est souvent des études américaines où là, il y a quand même un usage qui n'est pas totalement adapté non plus. Enfin, il y avait un usage. On peut imaginer qu'il a changé, mais il y avait un usage pas totalement adapté, et donc ça ne correspond pas forcément aux problématiques de nos patients. C'est effectivement des études qui sont faites aux États-Unis, dans les États qui ont légalisé le cannabis à visée médicinale, même si on ne parle pas de médicaments, mais bien de cannabis fumé. Oui, Laure Coppel. Du coup, c'est un peu votre opinion que je demande, si vous aviez des préconisations. Est-ce que vous mettriez des contre-indications psychiatriques à l'usage ou à la prescription de ce genre de produits? Alors c'est sûr que les premières indications probablement qui vont être discutées, ça va être plutôt des indications antalgiques, j'imagine, ou neurologiques. Et c'est vrai que dans les
troubles douloureux chroniques, il y a beaucoup de patients qui ont des dépressions ou des troubles bipolaires non diagnostiqués ou diagnostiqués et qui compliquent l'évolution de leurs troubles algiques douloureux chroniques. Et donc effectivement, on se dit qu'on peut avoir des aggravations de symptômes psychiatriques si le cannabis leur est prescrit pour leur affection médicale. Donc comme j'imagine que ce ne sera pas un traitement de première ligne, je pense que ce sera légitime d'essayer chez un certain nombre de patients, mais effectivement, il y aura probablement des précautions à prendre. On ne va pas le contre-indiquer, mais je pense qu'il faudra être vigilant à un risque d'aggravation de certaines manifestations psychiatriques. Et donc pour l'instant, si un accès à de l'usage de cannabis à visée médicale était proposé en France, est-ce que dans ces populations dont on vient de parler, on pourrait imaginer qu'il y ait des sous-groupes qui pourraient être concernés, ou bien alors pour l'instant ça paraît il vaut mieux plus prudent? De ce qui ressort, c'est qu'il y a des sous-groupes dans lesquels il y a potentiellement un risque d'aggravation, qui seraient vraiment clairement les patients schizophrènes et bipolaires. Après, moi, mon biais, c'est que je ne vois que des patients qui ont un trouble addictif. Donc je vois des gens qui ont un problème avec les substances. J'imagine, et d'ailleurs dans ceux que je vois pour des histoires d'opiacés ou de cocaïne, qu'on peut avoir un usage réglé de cannabis, c'est-à-dire sans complications addictives et probablement... Dans toutes ces études où il y a de l'aggravation, c'est souvent quand même les fortes doses ou le trouble lié à l'usage de cannabis. Donc si le cannabis prescrit est à des quantités faibles et avec qu'il n'y a pas d'escalade, qu'il n'y a pas d'escalade de dose ou de doses trop fréquentes, peut-être qu'un certain nombre de patients en auront des bénéfices, mais y compris sur le sommeil ou des symptômes dépressifs. Et donc, malheureusement, il n'y a pas d'études pour appuyer ça. Il n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de patients orphelins de traitement pour lesquels le cannabis à usage médical serait intéressant en santé mentale? Encore une fois, moi, je vois aussi beaucoup les complications médicales des produits fumés. Donc, j'aurais toujours un problème à conseiller un patient d'aller se rouler un joint et de prendre un produit par voie fumée s'il n'y a pas les bénéfices attendus, que ce soit sur le sommeil, sur la dépression éventuellement ou sur les troubles anxieux, je pense, en termes de balance d'efficacité attendue par rapport au risque encouru, aujourd'hui pour le cannabis fumé, c'est difficile à conseiller. Je ne vois pas dans quelle situation clinique on peut le conseiller. Si on le prend par une autre voie d'administration? Alors, il n'y a aucune littérature sur d'autres voies d'administration, c'est-à-dire orale, topique, pour le sommeil, l'anxiété, etc. Il n'y a pas de littérature scientifique. Alors peut-être ça va venir, et peut-être que ce sera avec d'autres molécules issues du cannabis qui ne seront pas le cannabis fumé. À ce jour, moi, j'ai pas d'argument. Gilles Aidant? Oui, je crois qu'il est vrai que si on devait étendre ou faciliter ou rendre possible l'utilisation à titre médical de ces substances, il est important qu'il y ait des recommandations qui soient précises. Et au fond, ce qui ressort de votre exposé, c'est qu'il y a des situations où il y a un drapeau rouge. Les gens qui ont des troubles psychotiques, les gens qui sont bipolaires, c'est un drapeau rouge. Bon. Alors, il y a deux cas de figure. Soit on dit qu'il y a une contre-indication, et on l'affiche comme telle, c'est une contre-indication absolue à l'usage, ou on dit c'est une contre-indication relative, mais il faudrait un avis auprès d'un psychiatre avant de s'engager dans une prescription de ce type. Est-ce que vous iriez dans cette direction si vous deviez nous donner votre recommandation pour l'usage éventuel de ce produit à titre médical? Alors, dans la vraie vie, les patients, ils ne nous ont pas forcément attendus. Donc, on a un certain nombre de patients qui ont des vraies pathologies schizophréniques, qui ont des vrais troubles bipolaires et qui ont une consommation, éventuellement même une consommation élevée de cannabis, et chez qui on fait avec et on a plus de difficultés à les traiter, mais on le fait. Donc s'il y a un bénéfice
possible sur une autre affection qui les handicape, moi j'aurais du mal à mettre une contre-indication. Je mettrais plutôt une précaution d'emploi. Et puis à charge pour les psychiatres de suivre mieux ces patients-là et d'essayer de rattraper les éventuelles aggravations symptomatiques qui pourraient survenir. D'accord. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Non, bien merci beaucoup. Merci d'être venu présenter ces résultats et cette réflexion au comité. Au revoir, merci.